Bonjour tout le monde, bienvenue sur la page Facebook du Point pour un nouveau Facebook Live. Alors aujourd'hui je suis avec Emmanuel Beretta. Bonjour. Bonjour, tu es donc rédacteur en chef du service politique au Point. Oui. Et en ce lendemain de troisième débat de la primaire à gauche, on a tous des cernes parce que ça a duré un peu longtemps. Oui. Et c'était un peu long, surtout pour nous. Enfin, moi j'étais chez Gérard Filoche hier avec Hugo Deménac du service politique aussi. Ça a duré un peu, mais en tout cas vous étiez assez nombreux hier à nous regarder, donc merci à vous pour vos questions et tous vos commentaires, c'était vraiment chouette. Vous êtes encore les bienvenus pour ce nouveau Facebook Live, vous connaissez le principe. Maintenant qu'on en fait ça fait quelques Facebook Live quand même, dans ce tout nouveau décor, vous voyez. Vous pouvez poser toutes vos questions à Emmanuel Beretta, donc il sera un plaisir de vous répondre. J'essaierai. Que ce soit sur le débat de la primaire, que ce soit sur le cas Macron, on va y revenir, que ce soit sur la couverture du Point, Oui. qui est sur Macron, ce qu'il a dans la tête. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à partager et aussi évidemment à nous dire ce que vous avez pensé de ce débat parce que voilà, c'est le troisième, ça fait beaucoup de débats aussi Chacun son opinion. en 8 jours, chacun son opinion, c'est assez à la fois lisible, C'est dense, mais hein. c'est très dense, voilà, c'est C'est ça. dense. Donc merci à tous et d'être là et on peut donc commencer. Donc Emmanuel, première question toute simple, qu'est-ce que tu retiens de ce débat? Alors, la formule du débat à 7 est très compliquée. Elle était déjà très compliquée à droite. Elle est compliquée à gauche. Personne n'a vraiment le temps de développer une vision d'ensemble. Mais quand même, sur les 7 candidats, au fond, hier, c'était Haro contre Hamon. C'est lui qui est en pleine dynamique sondagière, du moins. Dans notre baromètre, d'ailleurs, que nous publions cette semaine dans Le Point, il est à plus 23 chez les sympathisants PS. Il est revenu à hauteur de Montebourg, qui lui-même est à plus 18. Et c'est Manuel Valls qui connaît un moment un peu de plateau, hein, c'est le faux plat qui... Donc la vraie dynamique, c'est Hamon pour l'instant. Donc forcément, hier, sur le revenu universel, il a pris tout le monde sur le dos. C'est trop cher, c'est infaisable. S'il ne fait qu'un RSA étendu aux plus nécessités et aux 18-25 ans, c'est déjà 45 milliards d'euros sur la table qu'il irait chercher, si je comprends bien, si j'ai bien suivi, au sein de tout ce que Hollande a donné aux entreprises, au sein du CICE. Bon, ben voilà, au moins là, il y a un choix clair qui est présenté par Hamon et tout le monde s'est focalisé sur lui. La deuxième chose que j'ai retenue de ce débat, c'est qu'Arnaud Montebourg a retrouvé un peu de sa verve d'avocat, notamment lorsqu'il s'en est pris à Macron avec cette démonstration assez marrante sur le fait que Macron était à la fois capable de saluer Valéry Giscard d'Estaing, de saluer De Villiers au Puy du Fou, de saluer la mémoire de Mitterrand. Bon, c'était assez marrant, c'est un bon passage. Ouais. Vous avez tous remarqué, si vous avez suivi le débat, que Manuel Valls buvait du petit lait. On passera quelques extraits un peu après. Et Manuel Valls, dans ce débat, dans tous les débats, est dans une position toujours difficile, puisqu'il est celui qui est le plus légitimiste par rapport au quinquennat. Hollande ne peut pas faire autrement, il a été ministre 3 ans, Premier ministre 3 ans. Donc, il doit défendre un quinquennat fatigué, avec un patron qui n'a pas voulu se présenter, qui est resté au fond de la tranchée. Donc, c'est très difficile pour lui d'aller se battre avec les mêmes armes que les autres. Ouais. Et donc, forcément, c'est vrai que c'est difficile. On sent que ça a toujours été un peu le cas. Le premier et en sortant, plus, c'est toujours très... il essaye d'être raisonnable, c'est-à-dire de poursuivre les efforts entrepris par le quinquennat Hollande pour essayer de faire en sorte que nos entreprises soient moins matraquées, qu'elles investissent et qu'éventuellement elles embauchent. Elles n'ont pas assez embauché. Voilà, donc c'est très difficile à défendre pour lui. Ouais. Alors si je regarde mon téléphone, c'est pas par impolitesse, c'est simplement parce que je regarde vos questions. Et Lucie, je garde ta question sur Macron pour un peu après, parce qu'on va aborder ce sujet-là assez profondément. Donc selon le sondage Empillonway qu'on a eu pour Le Point hier soir, juste après le débat, sur un échantillon de 1000 personnes, rappelons-le quand même, ça reste un sondage. Attention. Celui qui sort en tête sur les deux perspectives, c'est-à-dire à la fois sur l'ensemble des téléspectateurs et sur ceux qui ont l'intention de voter à la primaire, c'est Hamon et Montebourg qui sortent en premier. Oui. Est-ce que ça, selon toi, d'une part, ça traduit le fait que ce sont les deux vainqueurs du débat d'hier soir? Peut-être. Et aussi, est-ce que ça signifie, deuxième question, ceux qui sortiront au deuxième tour finalement? Alors, moi, c'est pas à moi de distribuer des bons points. Chacun se fera son opinion. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'une primaire récompense forcément ceux dont les idées sont les plus nettement au cœur de leur camp. Fillon, au fond, s'il a réussi cette primaire, c'est aussi... Bon, bien sûr, il a surfé sur l'antisarkozisme, il faut le dire, ça a été un moteur puissant, mais c'est aussi parce qu'il a réussi la synthèse parfaite entre le conservatisme et le libéralisme. Et là, les candidats les plus clivants
Montebourg, qui veut faire l'alliance des forces productives. En gros, il dit les grandes entreprises, c'est les grands méchants, et les forces vives du pays, ce sont les salariés et les patrons de PME, TPE. Eh ben, ça parle. C'est la synthèse entre, au fond, les aspirations de la gauche et la rencontre avec l'économie. Et Hamon, lui, il essaie de se projeter dans l'avenir en disant non mais le monde du travail c'est fini, il faut trouver des solutions, il faut anticiper sur le fait que le travail va se raréfier, et paf, il propose une solution qui paraît innovante, le revenu universel. Moi je pense qu'on revient à la redistribution des subventions. Donc, bon, ça me paraît moins neuf si vous voulez. Il y a Claire qui dit, bon je ne les aime pas, bon certes c'est son choix. Elle dit aussi, c'est intéressant, qu'ils disent tout et leur contraire. Et donc, elle aime Emmanuel Macron pour ça. C'est vrai que c'est un peu dur. Attendez, elle aime Emmanuel Macron parce qu'il dit tout et son contraire, non, parce que les autres de la disent... primaire disent tout et leur contraire. Et c'est vrai que, quelque part, c'est vrai que le Parti Socialiste a diverses tendances. Oui, mais toujours. Mais c'est pas évident, c'est vrai, de trouver vraiment une ligne commune à tous. C'est difficile. Ouais, c'était très dense hier, mais c'est difficile de s'y retrouver. La formule est compliquée. Une minute pour répondre sur des problèmes aussi complexes qu'aujourd'hui, c'est fou. Ils sont 7. Il faut connaître les dossiers pour voir où ils vont. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Très compliqué de se faire une opinion. Ouais. Il y a une question d'Olivier. Olivier Perroux, qui est donc journaliste au Point, il pose des questions directement. Ah bon Olivier, c'est plus longtemps. Mais sa question est intéressante. Une victoire de Hamon ou de Montebourg ferait-elle l'affaire de Macron, finalement? Oui. Parce qu'en fait, là, on peut essayer d'établir le rapport de force. Si jamais c'est Hamon et Montebourg qui sortent, bien sûr, c'est Mélenchon qui va en pâtir. Et si c'est ça, c'est plutôt Macron qui va en profiter. On libère un espace à la droite du Parti Socialiste. Disons que les réformistes du Parti Socialiste ne se retrouveront pas dans la candidature de Montebourg et Hamon, et donc ils seront tentés de rejoindre Macron comme ils ont commencé à le faire pour quelques-uns. Oui, c'est le danger, c'est le calcul de Macron, c'est ce qu'il souhaite, et pour l'instant, disons que la tendance d'une primaire, c'est plutôt de donner la prime au plus clivant, enfin celui qui est au cœur de ce qu'est la droite pour Fillon et de ce qu'est la gauche pour j'ai une autre. Pour Montebourg et Hamon. Ouais. Alors je regarde juste vos questions un petit moment. Non, on va passer tout de suite au cas Macron en fait. Parce que finalement, c'est vraiment la ligne directrice de tout ce débat. Ils en ont parlé pendant 20 minutes avant la fin quand même. C'est le deuxième enjeu de cette primaire. Le premier enjeu, c'est de se départager entre eux. Bon, très bien. On voit qu'il y a deux lignes. Ceux qui veulent rompre avec tout ce qu'a fait Hollande et ceux qui essayent quand même de continuer dans l'idée qu'il faut d'abord aider les entreprises et sans doute qu'à la fin, elles aideront les chômeurs. Bon. La deuxième ligne, c'est celle-là, c'est se projeter devant Macron. Cette primaire, elle était conçue pour essayer de créer une dynamique pour la gauche, de montrer que finalement elle intéresse encore, que le peuple de gauche ne va pas rester chez lui le jour des élections, mais qu'il va se déplacer. C'est l'un des enjeux majeurs de la présidentielle, la participation des gens de gauche. Donc cette primaire offre cette caisse de résonance. Est-ce qu'ils vont pouvoir passer devant? Et à ce moment-là, s'ils sont devant, sont-ils en position de faire plier Macron? Macron a pris les devants hier. Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu le résultat pour dire hier dans une conférence de presse qu'il ne passerait aucun accord. Et en effet, il faut se poser la question, est-ce qu'il a vraiment envie de gagner Macron? Peut-être pas. Peut-être pas. Son objectif est peut-être tout simplement la mort du PS pour créer un grand parti progressiste de type Tony Blair ou Gérard Schroeder. Et donc pour ça, il faut qu'il laisse le PS se vautrer à la présidentielle et il ramassera les bons morceaux, entre guillemets. Donc il est possible que Macron ne vise pas forcément 2017, mais 2022. Et en attendant, il va y avoir des scrutins intermédiaires, les municipales, les départementales, les régionales. Il aura créé une force en prenant les éléments les plus réformistes du PS pour gagner toutes ces élections, en tout cas pour marquer des points au cours des élections intermédiaires et se présenter en position de force en 2022. Il a deux agendas, puis en plus il est jeune, il a le temps, Macron. Donc voilà. Ce qui est vrai, c'est que la primaire de la droite a été entre guillemets polluée par le cas Bayrou, et la primaire à gauche est polluée entre guillemets aussi par le cas Macron. Et finalement, les partis traditionnels, les Républicains, PS, souffrent de ce centre qui est représenté de manière ambivalente. Les partis traditionnels souffrent d'avoir été au pouvoir alternativement depuis 40 ans et de ne pas avoir résolu les problèmes de fond de cette société. On a un modèle social, certes,
généreux mais qui n'est pas financé, on dépense plus que nos richesses et on a un chômage massif. Voilà. Et ça, pendant 40 ans, on n'a pas su le résoudre. Donc forcément, les partis qui ont alterné au pouvoir, au bout de 40 ans, ils sont dans une position compliquée. Je vous rappelle que vous pouvez encore envoyer plein de commentaires, plein de questions à Emmanuel Beretta ou donner votre avis sur la question. Quel est l'objectif d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est 2017 ou 2022? Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, en attendant, on va peut-être juste regarder une petite vidéo. Je demande à Pauline en régie d'envoyer donc la vidéo des candidats de la primaire qui, hier soir, tapaient assez fort sur Emmanuel Macron. Il y a quelque chose qui est confus dans la candidature d'Emmanuel Macron. Je ne comprends pas comment on peut aller au Puy du Fou chez M. Philippe de Villiers faire son éloge, ensuite prendre le train, aller à Nevers, faire l'éloge de François Mitterrand. Quand c'est flou, il y a un loup. D'abord, celui ou celle qui sera choisi par la primaire aura, à la différence d'Emmanuel Macron, une légitimité qu'il n'a pas, la force démocratique d'un vote des électeurs de gauche. Vous savez, l'enfant prodige, il est parti, il reviendra, il aura fait quelques-unes de magazines que j'ai vues dans la loge tout à l'heure. On avait toutes les unes people faites par M. Macron et Emmanuel qui venait et qui disait « Ah non, je n'ai pas voulu, je n'ai pas... » Alors, on se retrouve. C'était très court. Voilà, vous avez pu voir ce qui a été dit hier au cas où vous auriez raté le débat. En réaction à ça, il y a Christophe Catier qui dit « Très bonne analyse ». Bon voilà, c'est pour toi. Je pense effectivement que M. Macron souhaite tuer la gauche. Voilà, donc ça corrobore ce que tu disais. Un travail qui a commencé avec messieurs Hollande et Valls. Si c'est le cas, alors la gauche ne reviendra pas au pouvoir pour au moins 20 ans. Alors, de quelle gauche parle-t-on? Est-ce que c'est la gauche avec son logiciel de redistribution de la richesse produite pour essayer de réduire les inégalités? Ça marche quand on a de la richesse. Mais on n'est plus aussi riche qu'avant, donc c'est difficile de redistribuer l'argent qu'on n'a pas gagné. Et puis, il y a une autre gauche qui dit « Nous allons simplement accompagner la mondialisation, on ne peut pas y échapper, au contraire, c'est même notre avenir. Au fond, les marchés émergents qui vont faire émerger des classes moyennes sont à l'extérieur de l'Europe, elles sont en Asie, en Amérique du Sud, etc. Accompagnons tranquillement cette transition vers l'ouverture des marchés, etc. Et simplement, on corrigera de temps en temps les inégalités qui se creusent un peu trop. Voilà. Et c'est au fond de cette deuxième gauche, comme disait Rocard, dont se réclame Macron. Donc il y a une mutation en cours de la gauche. Ceux qui ne veulent pas bouger et qui veulent rester dans les recettes traditionnelles de on prend aux riches pour égaliser avec les gauches, en tout cas pour réduire les écarts, et celle qui dit mais non, allons à la conquête du monde, vous verrez, on finira plus riche. Bon, eh ben, on verra si les électeurs, on verra dans quel sens penchent les électeurs. Il y a Sylvie qui nous livre son analyse sur le cas Macron aussi. Macron est mis en scène par les journalistes. C'est d'ailleurs une journaliste qui s'occupe de sa com. Oui. Là, c'est vrai que c'est un... oui. On peut pas dire le contraire. C'est vrai. C'est Laurent Saïm. Pour rappel, voilà, c'était une news il y a quelques jours. Et du coup, ça a été une critique de Valls hier. Regardez qui l'entoure et vous aurez compris, c'est creux. Alors effectivement, la question, elle n'a pas posé de question, mais on peut rebondir là-dessus. Est-ce que finalement Macron, c'est une critique que je vois souvent, d'ailleurs sur la une qu'on a faite aussi, je le dis, je suis le community manager sur la chaîne du Point, les journalistes en font beaucoup sur Macron, etc., etc. Oui. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça finalement? Parce que on ne peut pas nier le phénomène non plus. Oui. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que le macronisme? Oui, finalement, c'est ça. Alors, Macron, au fond, moi j'ai connu deux Macron. J'ai connu le Macron qui, à l'Élysée, puis ensuite à Bercy, rongeait son frein parce que Hollande n'était pas assez à droite à ses yeux. Il aurait voulu qu'en effet, Hollande remette en cause les 35 heures, qu'Hollande soit rigoureux avec les finances publiques, peut-être encore un peu plus, c'est-à-dire qu'on se plie un peu plus à la règle des 3% voulue par Bruxelles. J'ai connu un Macron qui aurait voulu qu'on modère un peu plus encore les indemnités de licenciement des chômeurs en cas de licenciement abusif. Bref, un Macron qui tirait à fond le président vers la droite. Et puis, il y a le Macron candidat. Et le Macron candidat, il a mis du rosé dans son champagne, si je puis dire. Alors tout d'un coup, il n'est plus question de remettre en cause la barre légale des 35 heures. Elle déclenchera, si l'on le suit, toujours les heures supplémentaires. Simplement, la majoration sera laissée
à l'appréciation d'un accord d'entreprise. Donc il a mis un peu de gauche dans sa droite, Macron, en tant que candidat, parce qu'il a besoin quand même d'élargir sa base électorale. Pendant tout le moment où il était ministre, ses soutiens étaient plutôt très à droite, 2 tiers à droite, 1 tiers à gauche. Depuis qu'il est candidat, il essaye plutôt de revenir un peu plus vers la gauche. Il s'occupera de la droite, à mon avis, quand il aura un peu réglé quand il aura réglé le compte du PS. Mais pour l'instant, donc, il se gauchit. Montebourg dit, moi je ne sais pas qui c'est. Valls dit, ça suffit. Voilà. Ouais. Moi je dis simplement, il essaye une synthèse pas simple, en effet, entre le libéralisme et des réflexes de solidarité, et que cette synthèse, c'est aussi ce qui fait son succès aujourd'hui. C'est-à-dire que les Français sont un peu lassés du combat droite-gauche, les uns auraient raison, les autres auraient tort et réciproquement. Il essaye de dire à la nation, bon, chacun a son histoire, son passé, ses indignations, essayons de faire en sorte de trouver une synthèse. Alors, par exemple, sur les indemnités de chômage, c'est un bon sujet, ça. Il essaye de dire, d'abord, il faut dépasser l'idée que le chômage serait réservé aux salariés. Donc, il propose que les mandataires sociaux le touchent aussi. Donc, les petits patrons de PME qui feraient faillite, ils auraient du chômage. Bon, c'est plutôt social. Oui, c'est vrai. C'est plutôt social. Mais en même temps, il dit, attention, ne faisons pas n'importe quoi avec les dépenses sociales, donc il faudra aussi introduire la dégressivité des indemnités chômage. Ah, c'est de droite, ça. Oui. Bon, ben, voyez, il fait un geste généreux et derrière, un geste budgétaire plus rigoureux. C'est ça, Macron. Pour l'instant, ça lui réussit plutôt, puisqu'il arrive à engranger de plus en plus de soutien à droite, à gauche, et donc à se constituer en alternative. Le titre de ton papier ce matin, Macron l'attrape tout. Effectivement, il tente une synthèse. Peut-être qu'elle sera bancale au bout d'un moment, mais pour l'instant, ça marche. Ouais. Bon, on verra jusqu'où ça pourra le conduire. Il y a une question, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une analyse de Jupiter, qui apparemment n'aime pas trop le système de la primaire, disant que finalement, on veut légitimer un candidat à la primaire. Ce serait, selon lui, démocratique, plus démocratique comme ça. Mais finalement, ceux qui ont choisi d'être là, ils l'ont choisi entre eux, finalement. Enfin, vous voyez, au PS. On restreint le nombre de candidats. Pour lui, ce n'est pas très démocratique. Finalement, le système de la primaire n'est pas si parfait que ça. Qu'est-ce que tu en penses de ce système de la primaire ? Moi, je l'ai dit et je l'ai écrit dans les papiers que j'ai pu faire sur le point.fr, je suis contre les primaires. On a un système de filtrage des candidatures qui s'appelle le premier tour de la présidentielle, où il faut avoir 500 parrainages. On peut, si vous voulez, on peut monter à 1000 parrainages. On peut le faire. Mais après tout, que chacun prenne ses responsabilités. Quelqu'un qui aspire à devenir président de la République, eh ben, il faut qu'il réunisse 500 parrainages, qu'il se présente devant les Français, et soit il fait 1%, soit il fait 15%, soit il fait 20%, mais c'est aux Français de décider. Les primaires, elles ont, à mon avis, plusieurs désavantages. La première, c'est qu'elles percutent des institutions qui ne sont pas faites pour ça. La deuxième, c'est qu'elles prolongent quasiment la campagne présidentielle de 2 ans, en gros, puisqu'on commence bien avant que... donc ça fait que quand même sur le quinquennat qui est déjà réduit, on passe 2 ans à se demander qui va être président en espérant que le président change la face du monde. Ça reste encore à prouver. Ensuite, elle crée des monstres politiques. Le candidat qui obtient 20%, mais qui est battu, eh ben, il va passer 5 ans à monnayer les 20% qu'il a obtenus au premier tour en disant attention, il faut compter avec moi. On l'a vu, on l'a vu dans le quinquennat qui vient de s'achever, avec un Montebourg qui n'a cessé de revendiquer ses 17%, avec Valls qui de 5% est devenu Premier ministre. Ça crée des monstres et au fond, ça perturbe, ça crée la fronde à venir. Bon, moi je suis contre ce système, mais bon, pour l'instant, les partis l'ont adopté pour essayer d'éviter Marine Le Pen. Je pense qu'ils n'éviteront pas Marine Le Pen. Il y a une question de Jérôme. François Hollande va-t-il prendre position pour l'un des participants à la primaire d'ici dimanche prochain ? Est-ce que tu penses qu'il va se prononcer pour, je te laisse Vincent Peillon, Manuel Valls ? François Hollande est amer de sa décision. Il la regrette parce qu'au fond, et notamment si Valls arrive en tête, peut se dire que, attendez, si le candidat qui se revendique le plus de mes idées, mon continuateur, est capable de battre les 2 autres, j'aurais dû y aller.
parce que j'aurais peut-être eu ma chance. Donc, je suis pas sûr. Et en même temps, celui qui peut-être est assez proche de lui aussi en termes d'idées, c'est quand même Macron. Moi, je ne pense pas qu'il se prononcera pour l'un ou pour l'autre. Je pense il n'a pas renoncé à la politique, vous avez remarqué, parce qu'il a renoncé, il n'a pas dit qu'il arrêtait la politique, et donc François Hollande peut se voir un destin au-delà de 2017, peut encore revenir, peut essayer de revenir. Donc je pense qu'il hier, il parlait peut-être c'est dans le Parisien, je crois, où il briguerait peut-être un poste à l'Union Européenne. On verra. Conseil, on verra. C'est ce qui se dit depuis un an. C'est ce qui se dit depuis un an. Oui, ça se dit depuis longtemps. Ça fait très longtemps alors. Ça se murmure depuis un moment. Donc je reviens sur notre dossier Macron, qui est avec un papier d'introduction de Charlotte Chaffanjon qui est très intéressant sur l'ambiance autour du candidat, sa façon d'être, sa façon de communiquer aussi. Oui. Il y a une citation d'un conseiller, d'un collaborateur de Macron à l'Élysée, donc à l'époque, qui dit, je cite, « Il flotte à 5 cm au-dessus du sol. Il pense que sa candidature est d'essence divine et qu'il va emporter tout le monde avec lui. » Alors c'est vrai qu'il a une dynamique incroyable. Et finalement, il n'a toujours pas de programme non plus, pas vraiment. Enfin, il s'est pas ébauches. Voilà. Ça va arriver, je crois, je sais plus. Il avait dit qu'il annoncerait son programme plus précisément, je crois, au mois de février, si je me souviens bien. Il laisse passer la primaire de la gauche. Mais finalement, c'est ce qui est fou, c'est qu'il a une dynamique incroyable, mais finalement qu'avec de la com. C'est ce que disait Gérard Filoche avec qui on était hier, que pour l'instant c'est que de la com, et à un moment, il va aller loin, il va montrer ce qu'il y a dans son programme. Et il dit que là, Gérard Filoche, je cite encore, que sa dynamique va s'arrêter parce pour lui, on va se rendre compte que il n'est pas à gauche déjà, donc ça va en arrêter certains, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette analyse-là, que en fait, Gérard Filoche, je termine, il imagine que le PS ne mourra pas de ça en fait, il ne mourra pas de Macron, c'est ce qu'il nous a dit. Il y a 3 dynamiques dans cette présidentielle. Ce sont 3 dynamiques qui se présentent comme anti-système. Marine Le Pen, qui n'a jamais gouverné, elle dit « essayez-moi, les autres ont échoué, essayez-moi ». Et sortons de l'Europe, etc. On a, vers la gauche, Jean-Luc Mélenchon qui dit « moi j'ai quitté le PS il y a 10 ans, le PS est mort, il n'est pas de gauche, je suis la vraie gauche. Et vous allez voir, avec moi, ça va changer. » Bon. Et puis il y a une 3e dynamique anti-système, Macron qui dit « le système droite-gauche d'alternance est mort, ça ne produit rien, essayons de dépasser ce clivage », et donc c'est bien pour ça qu'il est ambigu, il n'est pas vraiment de droite, il n'est pas vraiment de gauche, il est un peu des deux, il fait un salmigondis de tout ça. Donc ces 3 dynamiques sont anti-système. C'est l'élection des dynamiques anti-système. Ben voilà, on en est là. Alors je ne suis pas sûr qu'elle s'arrête, parce que les 2 partis qui ont alterné, ils ont 40 ans d'échecs dans les valises. Ouais. Alors, est-ce que Fillon arrivera, par sa radicalité, à convaincre le peuple de droite et du centre qu'avec lui, vraiment, cette fois-ci, on va aller faire la réforme? Bon, à ce moment-là, il restera assez haut et il se qualifiera et gagnera face à Le Pen. Ou est-ce que Emmanuel Macron, par cette faculté de renverser le clivage droite-gauche, par son optimisme, parce que Emmanuel Macron, il donne de l'énergie dans ses meetings, arrivera à agripper soit Marine Le Pen, soit Fillon, à se propulser au 2e tour. Et dès lors qu'il est au 2e tour, il est un danger aussi bien pour Fillon que pour Le Pen. Il y a quelque chose qui est assez fort dans son parcours en ce moment en tant que candidat, c'est que, là, la primaire à gauche, on a vu hier, tout le monde l'a tapé, mais Fillon, Mélenchon se refusent un peu de taper. C'est dit dans l'article de Charlotte, François Fillon hésite encore, il ne sait pas s'il veut taper sur Macron. Voilà, si tape dessus, on peut le faire grimper. Oui, voilà, c'est ça. Donc peut-être faut-il mieux l'ignorer. C'est le problème de taper sur de l'antisystème, entre guillemets. Voilà. Alors il y a les soutiens de Fillon qui eux, ont quand même commencé un peu à mettre en place un discours anti-Macron. Et pour eux, ils disent, ne nous affolons pas, dès lors que la primaire de la gauche sera finie, on verra que Macron n'aura pas été déstabilisé, que le PS se ralliera à lui bon gré mal gré, et qu'au fond il deviendra le candidat du PS. Et à partir de là, c'est plus facile pour Fillon. Voilà, c'est plus facile. Ouais, c'est vrai. Et Mélenchon, justement, il y avait un indiscret dans le point de la semaine aussi, qui lui aussi ne veut pas taper Macron, mais c'est pour une raison différente. C'est pour attendre que la primaire de la gauche se termine
Et il attend en fait que le candidat PS se tasse et qu'il aura l'ennemi en cible parfaite. Oui, voilà, ouais, absolument. Ça. Lui, il veut rien entre lui et il veut rien entre lui et. C'est le candidat parfait pour lui. Voilà, exactement. Oui, c'est parfait. Parfait. Le candidat de la mondialisation financière. Voilà. Et pour terminer, pour une dernière question personnelle, François Bayrou, finalement, il va y aller ou pas? Est-ce que c'est un mauvais scénario pour Macron? On l'a vu cette semaine avec 2 autres journalistes du Point. Pour l'instant, il n'exclut rien, ni de se présenter, ni de rallier un candidat. Simplement, Fillon a fermé la porte à toute évolution de son programme. Et comme Bayrou n'est pas du tout d'accord avec la remise en cause du modèle social tel qu'il existe en France, et je ne vois pas comment il peut rallier Fillon, la porte est donc ouverte du côté de Macron. Il a cessé d'en dire beaucoup de mal. Rappelez-vous, le traité d'hologramme, de bulles de savon, de candidat des puissances de l'argent. Il a cessé d'en dire du mal. Il ne sait pas, lui non plus, quelle est exactement l'identité politique de Macron. Mais disons qu'entre sa candidature et un ralliement à Macron, le choix est maintenant un petit peu plus resserré. C'est fini pour Fillon. Est-ce qu'il se présente? Est-ce qu'il va vers Macron? On va voir. Le ton est déjà moins agressif. Ouais. Il y a Roland qui nous dit que Macron a un programme. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas de programme, j'ai juste dit que c'était un petit peu, c'était pas encore aussi précis que d'autres candidats, tout simplement. Oui, il n'a pas tout déroulé. Voilà. Il y a encore des surprises. Il dit qu'il va en dévoiler plus prochainement. Donc, oui, il n'y a pas de programme, mais voilà. Et Marie-Chantal nous dit qu'on vend à tout prix du Macron. Qu'est-ce que tu réponds? Oui, c'est ce que disait Valls hier. Il disait il y en a trop, il y a des forces politiques et des forces de presse qui nous empêchent d'avoir une primaire tranquille. On vend du Macron parce qu'il est haut dans les sondages et aussi parce qu'il vend sans doute en kiosque et à la télé il fait un peu d'audience. Donc oui, mais ce qui intéresse les gens aussi. Comme on a vendu beaucoup de Sarkozy à un moment où il était populaire, elle dit comme Hollande à l'époque. Comme Hollande au moment de la primaire 2011. Oui, c'est la mécanique à la fois de la politique et des médias. Un produit qui marche, on va plutôt le mettre en avant. Et si demain, dans les sondages, le candidat de la primaire repasse devant Macron, vous allez voir qu'on va vous en vendre du candidat de la primaire. C'est ça. Très bien. Bon, écoutez, on va pouvoir arrêter là. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt pour un prochain Facebook Live. La prochaine fois, c'est mardi prochain avec Frédéric Lévineau. Un nouveau numéro de Culture en Live. Vous pouvez regarder, on en a fait 6 pour l'instant. On ira dans un cabaret à Montmartre. Voilà. Je ne sais plus exactement le nom, mais en tout cas, on y sera mardi à 15h. Soyez au rendez-vous. Très bien. Voilà, et puis à bientôt pour un Facebook Live plus spécialisé politique. Voilà.